Bonjour à tous. Donc voilà, mon travail s'intitule Germaine Dulac et l'évolution historique et politique du cinéma éducatif. Et il m'a été inspiré par des documents que j'ai trouvés dans l'une des boîtes d'archives non classées, qui était la boîte F21 NC 1083, dans laquelle j'ai notamment trouvé un livre qui contenait les rapports rédigés à l'occasion du Congrès international du cinéma d'enseignement et d'éducation, qui avait eu lieu à Rome du 19 au 25 avril 1934. Donc je reviendrai sur le contenu de ce livre qui m'a fortement intéressé, mais en fait j'ai dû croiser pour recontextualiser un peu les documents finalement que j'ai pu trouver. J'ai dû utiliser d'autres sources trouvées notamment à la BNF et à la bibliothèque de la Cinémathèque française. Et donc, je me suis intéressé à un article écrit par Zoé Druick, qui est une professeure canadienne en film et media studies dans une université là-bas. Étudiant les problématiques du cinéma d'éducation à partir de ce congrès à l'Institut international du cinéma d'éducation de Rome en 1928, un institut qui a continué à exister jusqu'en 1937. Donc à l'une des premières réunions de la Société des Nations en 1919, une proposition visait à établir un comité pour la culture. En septembre 21, le représentant de la France, Léon Bourgeois, soumet un rapport sur l'organisation de ce qui deviendra la Commission internationale de coopération intellectuelle. Et donc, son rapport évoquait l'urgence d'échanger des documents dans toutes les branches de la connaissance, ce qui permettrait à la Société des Nations de fortifier ses idéaux à travers la vie intellectuelle des nations, favorisant notamment l'éducation et la recherche comme des influences primordiales sur l'opinion des populations. Donc ce congrès était à l'initiative, et puis cet institut qui a été créé ensuite, était vraiment à l'initiative de la Société des Nations. Et il me semblait important de recontextualiser justement le congrès et puis ensuite la création de cet institut dans l'histoire finalement qui avait précédé et qui avait ensuite été contemporaine à cet événement et cette période. Donc en 1922, il y a eu lieu une rencontre internationale réunissant des intellectuels renommés comme Henri Bergson, qui présidait les séances, puis les scientifiques Albert Einstein et Marie Curie, le compositeur hongrois Béla Bartók, l'écrivain allemand Thomas Mann, et parmi tant d'autres, la cinéaste française Germaine Dulac, donc à laquelle je me suis particulièrement intéressé pour ce dossier. Et chacun représentait ses domaines de compétences. Alors, il y a une ambiguïté par rapport à ces rencontres internationales, puisqu'en fait, il y a des personnalités politiques assez, on pourrait dire, douteuses qui participaient à cet événement, comme par exemple Alfred Rocco, qui était le ministre de la Justice de Mussolini et qui sera connu pour les lois fascistes qui ont été écrites en Italie en 1926. C'est un peu là aussi le cœur du sujet, et ce que je trouvais intéressant, c'était l'imbrication finalement de deux choses, de la volonté de s'intéresser à un cinéma éducatif, mais en même temps à cette ambiguïté politique qui était de représenter ce cinéma éducatif dans des congrès où était présente l'Italie fasciste. Donc voilà, en 1924, le gouvernement français avait pris au sérieux son rôle pour la promotion de la culture internationale. Donc en 1926 est créé l'Institut de coopération intellectuelle, qui est appelé aussi ICI. Et on crée ainsi des lieux pour le travail d'un comité spécifique dédié au cinéma, puisque c'est quand même au cinéma qu'on s'intéresse ici particulièrement, et donc au travail de Germaine Dulac. Donc voilà, le cinéma devient l'objet d'une attention particulière, notamment à cause d'une série de sujets qui concernaient directement la société des nations, la santé, la morale, les conditions sociales, l'agriculture, la communication, la formation de l'opinion publique. Associé à l'éducation, le cinéma s'inscrit très vite dans des débats à propos du développement de l'enfant et des problèmes sociaux, le profil des spectateurs étant d'abord les jeunes et la classe ouvrière. Donc c'est vraiment le cinéma vu en tant que médium d'éducation, médium didactique. C'est finalement ça que j'ai retrouvé dans ce recueil du Congrès,
puisque tous les articles qui avaient été écrits par ces différents spécialistes étaient d'une certaine manière une réflexion sur la façon avec laquelle le cinéma peut amener des spectateurs à apprendre quelque chose et à avoir vraiment une formation à partir de l'image. Et donc c'est une mesure qui était expliquée par Jean Zay, le ministre de l'Éducation nationale, au ministre des Finances le 10 mars 1938. Donc elle était expliquée par Jean Zay au ministre des Finances, et cela venait d'une demande du président du comité cinématographique de cette époque. Donc il y avait une vraie demande en fait des institutions, et notamment de l'État français et de l'administration française, pour avoir des éclaircissements sur la façon avec laquelle le cinéma pouvait devenir un médium éducatif. Donc ça, c'est une lettre que j'avais trouvée aussi dans les boîtes d'archives. Et donc, en fait, c'était un moment un peu charnière finalement, cette époque-là, puisque à cette époque, la production de films d'éducation rapporte très peu d'argent par rapport aux films de divertissement, et notamment les comédies qui remportent un grand succès. Donc, les administrations publiques, comme on peut le voir dans plusieurs lettres administratives, les administrations publiques encouragent les films à portée éducative, ils mettent en place des subventions, ils facilitent la distribution de ces films, et on crée des programmes de cinéma d'une durée convenable et d'une variété suffisante pour que le travailleur y trouve à la fois la détente et la culture qu'il recherche, selon les mots utilisés notamment par Jean Zay en expliquant cette nouvelle initiative. Donc voilà. Alors comme je l'ai dit, justement, il y avait l'implication du régime fasciste italien dans cette initiative du fondement d'un institut dédié aux films d'éducation, puisque la participation de ce régime se comprend notamment par une volonté d'entrer à la fois en compétition avec la France et l'ICI, donc l'Institut de coopération intellectuelle, mais aussi de rattraper la domination culturelle qu'occupaient la France et l'Allemagne à l'époque au niveau de l'industrie cinématographique. Voilà. Donc l'Institut est surtout créé pour aider Mussolini à améliorer l'image de son pays et en faire un État moderne, en faisant de l'Italie le centre des recherches sur le film d'éducation. Donc il y a beaucoup de subventions qui viennent de l'Italie et qui font que même Germaine Dulac ira finalement faire de nombreuses conférences et écrire des articles, participer à des journées d'études en Italie, sous l'égide finalement du gouvernement fasciste, ce qui est assez ambigu, je le reconnais. Donc Mussolini était souvent présent à l'Institut, qui se situait d'ailleurs dans la même rue que sa propriété. Il était l'invité d'honneur de la cérémonie d'ouverture. Et le gouvernement de Mussolini installe en 1924 une agence cinématographique appelée LUCE, L-U-C-E, soit l'Union cinématographique éducative, pour mettre en place des objectifs éducatifs en Italie. Donc, le projet de l'Institut était de faire une liste de groupes et instituts de films éducatifs à travers le monde pour leur annoncer l'existence de l'Institut de Rome. Ils envoient ainsi plusieurs milliers de lettres, et l'Institut commence immédiatement à accumuler des films d'éducation et des publications dédiées à ce domaine, et possède bientôt une impressionnante collection internationale, considérée comme la plus grande au monde. Et donc il se trouve qu'en fait, malgré le fait que ce soit le régime fasciste qui mette en place cet institut de Rome, on voit naître l'une des premières cinémathèques, en fait, et l'un des premiers lieux d'archives finalement, mais liés au cinéma, et plus spécifiquement au cinéma éducatif, donc qui stocke comme ça un grand nombre de films éducatifs dans un but de transmettre finalement un savoir par le biais du cinéma. Alors,
j'ai trouvé un article de Christelle Taillibert sur l'Institut international du cinéma éducatif, notamment en lien avec le fascisme italien. Et celle-ci explique notamment que, par exemple, quand il était question d'enseigner l'hygiène par le biais du cinéma, donc avec des espèces de films qui expliquaient aux gens de quelle manière faire preuve d'hygiène dans la vie de tous les jours, ces petits films étaient dus au fait que la tuberculose faisait d'énormes ravages à l'époque et que les règles de base devaient être rappelées au plus grand nombre. Et donc j'ai trouvé d'ailleurs à ce propos dans la boîte F21 NC 547 la mention de Lucien Viborel, qui était directeur de la propagande du Comité national français de défense contre la tuberculose. Et rien que l'intitulé de son poste décrit à quel point l'hygiène sociale, comme il l'appelait, était un sujet central préoccupant en Europe à cette époque, que le cinéma pouvait aider à résoudre en éduquant la population à ce propos. Donc la mention de Lucien Viborel dans cette lettre était une manière de rappeler à quel point l'éducation n'était pas seulement à des propos scientifiques, mais aussi vraiment une manière de sensibiliser plutôt que d'éduquer, c'est-à-dire sensibiliser le public à des causes qui étaient importantes politiquement pour faire en sorte de ne pas perdre une grande partie de la population à cause de la tuberculose. Il y avait également un sujet sur la protection de la maternité et de l'enfance, car après la Seconde Guerre mondiale, il y avait une volonté de repeupler les territoires, ce qui était donc lié à une politique démographique. Et concernant les fléaux sociaux, il s'agissait surtout de lutter contre l'alcoolisme, qui, selon les mots de Lucien Viborel, détachait les pères de leur foyer et leur ôtait tout sens du devoir familial, provoquant le dégoût du travail et la misère pour toute la famille. Donc, je passe un peu, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment cette volonté de sensibiliser le public, et même au-delà, c'est-à-dire vraiment la population, à la santé publique, finalement, par le biais du cinéma. Il y a aussi, concernant l'orientation professionnelle, c'est là que Germaine Dulac entre finalement en jeu, puisque concernant l'orientation professionnelle, Germaine Dulac se rend compte qu'on peut sensibiliser les enfants et les jeunes gens en les renseignant sur les métiers pour lesquels ils pourraient faire un choix ensuite, donc qui leur permettrait de faire un choix en connaissance de cause et en accord avec leurs goûts et leurs aptitudes pour trouver un travail qui deviendra leur compagnon de chaque jour, pour reprendre les mots de Germaine Dulac, qui viennent de son article « Le sens du cinéma » dans la Revue internationale du cinéma éducateur de Rome en décembre 1931. Donc l'Institut a mis en place un grand nombre d'enquêtes sur le cinéma éducatif. Une enquête sur les enfants et le cinéma est ainsi proposée par des questionnaires, incluant des interrogations sur les états de fatigue émotionnelle et physique qui pourraient être provoqués par les films, le taux de fréquentation des salles et le point de vue des spectateurs sur la guerre. Donc on distribue 25 000 questionnaires en Italie, et d'autres études examinent aussi le lien entre l'alphabétisation et la compréhension des films. On observe ainsi de véritables études sur le cinéma d'éducation qui contribueront à éveiller la curiosité des intellectuels français. Alors donc on trouve dans le numéro de décembre 31 de la revue l'article de Germaine Dulac dont je viens de parler, qui s'appelle « Le sens du cinéma », qui reprend le développement d'un discours élaboré à l'occasion de la conférence internationale de Rome. Elle écrira régulièrement dans cette revue, puisque son article sur la portée sociale et éducative des actualités, que l'on retrouve dans le livre des rapports pour la conférence de Rome, que j'ai pu étudier aux Archives nationales. Cet article est également publié dans la revue en août 1934. Dans cet article, elle évoque le fait que l'actualité se compose au gré des jours, qu'elle n'est pas préméditée. Elle capte les événements dont elle est le reflet exact, ainsi que les personnages et les petits faits qui les illustrent. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'étudiant en cinéma, en master, on étudie énormément les archives cinématographiques, et finalement, on trouve ici un peu la source de l'intérêt porté aux archives cinématographiques, concernant notamment les actualités filmées.
Et voilà. Ensuite, la principale, comme le remarque Christelle Taillibert dans l'article que j'ai précédemment mentionné, la principale qualité reconnue au film était sa faculté à documenter la vie et la culture des populations lointaines de façon beaucoup plus fidèle que ne l'avaient permis jusque-là les autres techniques, proposant de la sorte le véritable reflet d'une civilisation. Donc finalement, il y avait un besoin d'éduquer la population et le public, de leur montrer des populations lointaines, et ça, c'était vraiment afin d'engendrer une acceptation réciproque des particularismes locaux, comme le disait Christelle Taillibert dans son article en reprenant les mots de Germaine Dulac quand elle parlait des actualités et de la possibilité justement d'introduire des données géographiques et géopolitiques dans le cinéma d'éducation. L'immense mission confiée au cinématographe était ainsi de travailler à la naissance sur Terre d'une ère de paix universelle. Ce qui est étonnant quand on sait que Germaine Dulac était impliquée, peut-être inconsciemment, dans cette organisation mise en place par le régime fasciste italien. Alors, il y avait aussi, au niveau du cinéma éducatif, j'ai trouvé d'autres documents dans les boîtes que j'ai étudiées, notamment concernant les techniques cinématographiques qui auraient pu être utilisées, et qui l'ont d'ailleurs été, dans le domaine de l'éducation. Alors, à ce propos, j'ai pu lire un échange de courrier entre le directeur de l'École des Arts Décoratifs et M. René Gadave, sous-directeur à la Direction Générale des Beaux-Arts, qui lui adressait une demande de prêt de matériel de projection afin d'utiliser la technique filmique du ralenti et de l'accéléré pour étudier le mouvement des corps et apprendre à les dessiner. Cette demande faisait suite à une proposition du ministère des Beaux-Arts d'équiper les établissements d'enseignement qui en font la demande avec du matériel cinématographique. Donc, il y avait la volonté, en fait, de plus en plus répandue de diffuser finalement cette idée d'un cinéma éducatif dans tous les domaines de l'éducation, y compris dans les beaux-arts, avec cette idée de pouvoir, grâce au ralenti ou à l'accéléré, étudier en détail quelque chose qui aurait moins été possible avec des images fixes. Donc on commence à comprendre l'intérêt artistique du cinéma en tant que médium d'observation du réel, notamment pour les écoles d'art, les élèves d'écoles d'art. Voilà. Alors, donc, j'ai trouvé aussi un extrait d'une conférence ayant été donnée par les membres de l'Institut général psychologique au Collège de France le 20 juin 1921 par Adrien Bruno, professeur à l'École nationale des arts décoratifs, qui évoque une nouvelle méthode d'enseignement par le dessin basée sur l'étude des films. Le cinéma dans l'enseignement des arts plastiques, qui est donc le nom donné à l'article qu'il écrit reprenant les éléments de sa conférence pour le journal Cinéops, qui est l'un des premiers journaux spécialisés dans le cinéma. On trouve également dans cet ouvrage un rapport de Jean Bréraud, qui se définissait lui-même comme un instituteur cinéaste, donc quelque chose qui était très novateur à l'époque. À propos du cinéma dans l'enseignement primaire, il affirmera notamment vouloir installer par le biais des films une éducation scientifique pour tous les enfants du peuple, notamment en sciences appliquées et en géographie. Émile Bruckner, un professeur du lycée de Versailles qui décida d'enseigner en scellant de la projection de films, a d'ailleurs écrit un des rapports intitulé « Le cinéma dans l'enseignement secondaire » dans le livre sur le Congrès international. Il expliquera rétrospectivement en 1943 que son approche n'était pas aisée. Pour reprendre ces mots, tels que je les ai trouvés dans la boîte d'archives, il dit « Je me décidai en 1910 à encourir les risques, car je n'ignorais pas les dangers de l'entreprise, risque d'incendie, car les films que j'aurais à manier ne seraient pas tous d'emblée ininflammables. » D'ailleurs, on trouve un rapport à ce sujet dans l'ouvrage. Les risques administratifs, car il agissait de son propre mouvement et sous sa responsabilité. Des risques techniques, car il ne connaissait rien du maniement de l'appareil. Et des risques pédagogiques, enfin, car introduire dans l'enseignement une méthode qui est un plaisir, c'est braver la critique de tous ceux qui voient dans l'étude une corvée nécessaire pour les élèves et un métier purement oratoire pour les maîtres. Donc c'est vrai que comme le cinéma était à l'époque vu comme un divertissement, la pédagogie qui pouvait
qui pouvait se dégager des films était encore suspecte et pouvait s'apparenter à un plaisir dénué de réel apprentissage. Donc voilà, il y a à la Libération, il y a l'officialisation de l'IDEC qui avait été créée en 1943 par Marcel L'Herbier, introduisant le cinéma dans l'enseignement supérieur. Malgré cela, le cinéma reste longtemps objet de méfiance, notamment du point de vue de l'administration qui, malgré tout, s'intéresse à ce que ça pourrait apporter, puisque ça devient quelque chose de plus en plus discuté dans les nombreuses correspondances entre les membres de l'administration française. On trouve aussi dans l'ouvrage que j'ai trouvé dans l'archive un rapport de la cinéaste française Germaine Dulac à propos de la portée sociale et éducative des actualités filmées. À la lecture de ce rapport, on ressent sa ferme volonté de définir le statut et les droits des auteurs de films au cinéma auprès des réalisateurs, scénaristes, distributeurs ou producteurs. Un cinéma en tant qu'art, même si, comme elle le dit dans son texte de 1934, le cinéma à cette époque était trop jeune pour être considéré dans ses premiers balbutiements comme une expression de la pensée. En effet, l'engagement de Germaine Dulac ne se limite pas au féminisme auquel on l'a souvent rattaché, réducteur lorsqu'il s'agit simplement de constater sa place en tant que l'une des seules femmes cinéastes en France à l'époque du muet, c'est-à-dire dans les années 20. Son féminisme est néanmoins incontestable quand on observe sa présence comme présidente de la section cinématographique du Conseil national et international des femmes en 1932 et 1936, à la lecture d'un article de Tammy Williams, qui est une professeure de Film Studies à l'Université du Wisconsin. Voilà. Alors, concernant l'aspect paradoxal et ambigu de l'engagement de Germaine Dulac, sa participation au congrès du cinéma éducatif à Rome, j'en ai déjà parlé, donc je ne reviendrai pas dessus, mais c'est quelque chose qui m'a particulièrement intéressé pour montrer à quel point il y avait une complexité à la fois politique et administrative dans l'intrication des organisations institutionnelles les unes dans les autres pour mettre en place notamment des instituts cinématographiques ou des instituts documentaires. On observe notamment une suspicion dans la boîte F21 NC 547 où une lettre de réponse adressée par le ministère de l'Éducation nationale au président de la Ligue française de défense des droits de l'homme. Vous avez bien voulu me faire connaître que la LDDHC estimait trop fréquentes certaines informations d'origine étrangère et de caractère militaire présentées par les films d'actualité. J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai pris bonne note de votre intervention, mais que le régime actuellement applicable à cette catégorie de films, les dispensant de visa ministériel, il ne s'agit pas là d'une question de police. Aussi me suis-je empressé de signaler votre communication à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Ouais. Donc pour finir, j'avais remarqué la présence, la mention dans la volonté finalement de faire aboutir un peu cette mise en place d'un cinéma éducatif. Il y avait cette tentative un peu avortée par Jean Grémillon notamment de mettre en place une encyclopédie filmée avec à chaque mot un film. Donc ça a commencé à la lettre A et ça s'est arrêté à cette lettre. Il y a eu les films sur les mots azur, alchimie, absence, les mots âge, Amazon, argent, Atlantique, automate ou avalanche. Tout ça a été répertorié dans la mention qui était faite de cette tentative originale, avec notamment l'interprétation par Raymond Queneau, donc un personnage littéraire, du mot arithmétique. Donc pour conclure, je dirais simplement que ces ouvrages, cette consultation d'archives permet vraiment de s'intéresser à partir de points précis tels que le recueil qui synthétise un peu les discours ayant eu lieu au Congrès international du cinéma d'éducation.
grâce à ce recueil, finalement, j'ai pu mettre en place cette problématique concernant Germaine Dulac et son implication dans la mise en place d'un cinéma éducatif et la promotion du cinéma en tant qu'art et en tant que médium étant un moyen de diffuser de la pensée et pas seulement un divertissement. Et dans un même temps, de comprendre un peu de quelle manière fonctionnaient les institutions au niveau de la mise en place d'organisations vouées à diffuser le cinéma en tant que médium éducatif. Voilà, c'est ma conclusion.